Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour dans laquelle je reçois Félix Tshisekedi. Il est secrétaire national aux relations extérieures et surtout aux partis amis à l'UDPS. L'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social en République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour, monsieur Kamayo. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter, à défaut de dire que vous êtes le fils de votre père? Ben oui, je suis le secrétaire national aux relations extérieures, ça vous pouvez le dire aussi. Je l'ai déjà dit. Donc, non, c'était pour introduire le fait que vous êtes le fils de Étienne Tshisekedi et que donc, aujourd'hui, vous représentez son parti pour ce qui concerne les relations à l'extérieur et les partis amis. C'est qui les partis amis actuellement dans la course à la présidentielle? Ici, en général, l'accent est mis sur les partis extérieurs, les partis étrangers, en fait. C'est pas par rapport aux relations internes. Aux alliances que vous auriez dans une compétition. Ça n'a rien à voir. C'est une autre structure qui s'en occupe et moi, je m'occupe des partis extérieurs, plutôt. D'accord. Donc, par exemple, vous avez des affinités plutôt socialistes, non? Oui, nous sommes membres de l'Internationale socialiste, donc c'est plutôt vers les partis amis socialistes que nous sommes tournés. Oui. D'accord. Comment se porte aujourd'hui l'UDPS? Certains avaient dit à un certain moment que, avec les velléités de sécession ou de scission qu'il y avait dans le parti, il faudrait peut-être le débaptiser. Il y avait trois tendances, celle du chef historique et puis deux autres qui se dessinaient. Vous avez pu réconcilier la famille au sein de l'UDPS? Oui. Enfin, déjà, il faut préciser que ce ne sont pas des tendances, parce que toutes ces tendances, s'il faut reprendre votre terme, reconnaissent un seul chef, c'est Étienne Tshisekedi. Donc, il n'y a pas de problème de tendance. Il y avait par contre des problèmes, je dirais, de considération stratégique, et qui ont commencé, qui ont pris leur naissance depuis les élections de 2006, auxquelles nous n'avons pas participé. Donc, il y avait une tendance qui voulait, si vous voulez, aller à ces élections. Mais bon, depuis décembre 2010, M. Étienne Tshisekedi a amnistié ceux qui avaient pris une voie assez, je dirais, rebelle. Et aujourd'hui, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas trois UDPS, il y en a une seule. Il n'y a qu'une seule UDPS. Et ça, c'est à la faveur du retour au bercail du patriarche? Non, c'était même déjà avant. Vous pouvez le vérifier à Kinshasa. Les diplomates, les journalistes, tant nationaux que de la presse étrangère et bien d'autres personnalités politiques se dirigent à l'Imété, siège de l'UDPS que dirige Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, comme force politique, que représente l'UDPS sur le terrain? Est-ce que ça reste, parce qu'il était présenté dans les années Mobutu comme la seule force politique de l'opposition. Ça reste le cas aujourd'hui? Bon, la seule force politique, ce serait prétentieux de le dire, oui. Mais c'est l'une des plus importantes composantes de l'opposition, en tout cas. Entre le MLC et les autres partis politiques, comment vous situez-vous? Ben, ce serait, une fois de plus, encore prétentieux de le dire, mais je crois que nous sommes importants parce que ces partis viennent nous voir, viennent discuter et souhaitent aller ensemble avec nous dans une opposition qui représenterait l'alternance ou l'alternative, dirons-nous même, à ce pouvoir finissant. D'accord. Il y a eu une tentative de coup d'État, vous l'avez relevé en fin de semaine dernière, vous avez dû le remarquer. Certains ont parlé de mutins, d'autres ont parlé de terroristes. Comment vous avez vécu cela à Kinshasa? Ben voilà, ce cafouillage communicationnel démontre que c'est encore une de ces manœuvres que nous imagine ce pouvoir finissant pour justifier une sorte de reprise en main musclée et pouvoir conduire les choses à sa manière. À son niveau, il n'y a pas eu de cafouillage. Hein. Pour le ministre Mende, par exemple, qui est le porte-parole du gouvernement, c'était des actes terroristes, sans plus. Non. Le même ministre avait commencé d'abord par parler de tentative de coup d'État avant de parler de terrorisme. Donc il s'est brouillé dans son propre langage. D'accord. Et comment vous vivez cela? Vous considérez simplement que c'est une manipulation? C'est une qu'il n'y a pas eu de tentative de coup d'État? Non, à mon avis, c'est une manipulation qui justifierait, comme je vous l'ai dit, une reprise en main musclée. Parce que l'opposition prévoit une sortie historique, qui s'annonce déjà historique, le 24 avril. Elle a été annoncée par la bouche même de M. Étienne Tshisekedi. Et je crois que ça fait déjà peur au pouvoir. Et donc, il faudrait trouver des justifications pour annuler ça, pour que ce rassemblement n'ait pas lieu. Parce qu'ils sont, comme tout le monde, comme tous les dictateurs,
un petit peu traumatisé, un petit peu attentif à ce qui se passe en Afrique du Nord. Au Maghreb et en Égypte. D'accord, donc vous pensez que ce vent-là, il peut souffler jusqu'en RDC? Non seulement je le pense, mais je le crois. Et vous pensez que ça peut ébranler le pouvoir du président Kabila? Forcément, parce que c'est les Congolais qui en ont assez de ce pouvoir. D'accord. Bon, revenons aux accords de Sun City. On reparlera de l'actualité de l'élection présidentielle, puisque c'est la grosse actualité quand même pour le pays, cette éventuelle réélection du président Kabila. Depuis Sun City, on n'a plus beaucoup entendu parler de l'UDPS et encore moins du président Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous estimez que Sun City, c'est une page qui est tournée ou qu'il n'y a rien à ajouter? Ah non, 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 absolument pas, parce que nous tirons nos stratégies, nos positionnements et même nous considérons la marche actuelle par rapport à Sun City. Il y a des choses qui se sont décidées là-bas. Malheureusement, nous déplorons le fait qu'elles n'aient pas été vraiment respectées. Hein, par exemple, le sens dans lequel on ferait les élections. Donc on avait prévu de commencer par les locales pour terminer par les présidentielles, mais jusqu'ici, il n'y a jamais eu de local du tout. On avait pensé au recensement, par exemple, avant de faire l'enrôlement de la population et l'identification nationale. Donc tout ça, ça a été bouleversé. Mais nous pensons qu'en ce moment-là, c'est parce qu'il y avait des indicateurs dans la communauté dite internationale qui avaient un peu orienté, ou disons désorienté, les bailleurs de fonds qui avaient soutenu nos élections. Et aujourd'hui, le tir est rectifié parce que l'UDPS a mieux communiqué depuis. Pas seulement ça, mais entre-temps, le pouvoir actuel au Congo a démontré aussi ses insuffisances, ses incapacités. Et donc, ça justifie le retour en force de l'UDPS. Vous qui demandez où était passé l'UDPS, ça justifie cela. Et ça nous donne de l'espoir que cette fois-ci, le processus sera rectifié, amélioré et qu'il y a de l'espoir d'avoir des élections réellement libres et démocratiques. S'il y a élection libre et démocratique, il y a un programme derrière. Oui. Ce programme-là devrait contenir notamment une pensée pour les Congolais qui sont dans la partie Est, notamment le Nord-Est, avec le Kivu, les deux Kivu. Quelle solution l'UDPS proposerait, par exemple, pour sortir de cette situation humanitaire désastreuse et simplement de partition du pays, puisque c'est de cela dont il s'agit? Oui, mais la solution, c'est déjà de viser la paix, mais la vraie paix avec les voisins. C'est-à-dire, il faut discuter avec les pays voisins. Et ici, principalement, le Rwanda, parce que nous avons, soi-disant, sur notre sol, soi-disant, des rebelles au pouvoir rwandais. Et c'est ceux-là qui, en éléments totalement incontrôlés, sont en train de semer la pagaille dans nos populations. Qu'est-ce que vous faites donc? En même temps que les forces armées nationales elles-mêmes. Donc il faudrait déjà commencer à répertorier tous ces gens-là, ces endroits de conflit, et trouver un modus vivendi pour ces troupes incontrôlées, essayer de les éloigner déjà de la frontière, essayer de les encadrer et de les orienter, de les déplacer ailleurs. Notamment mais malheureusement qui n'a jamais été et qu'est-ce que vous ferez pour que le cahier de charges soit rempli cette fois? Mais il faut être sérieux, tout simplement. Le pouvoir de Kinshasa n'est pas sérieux. Il faut simplement être sérieux. Il y a un cahier de charges, il faut le respecter. Et dans le cahier des charges, il y a un rôle qu'on attribue aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui ici n'est pas respecté. Ces éléments sont incontrôlés. Une fois qu'ils sont au front, ben, ils font n'importe quoi. C'est tout ça qu'il faut recadrer et regarder avec plus de sérieux. Le fait que Kabila fils succède à son père vous a-t-il choqué? Oui, énormément. Pourquoi? Énormément, parce que le Congo n'est pas une monarchie. Il a été élu après? Très mal élu. Élu dans tous les cas? Très mal. Et c'est pour ça que vous estimez qu'il ne pourra pas remporter les prochaines élections? C'est des élections à un tour, je vous rappelle. Oui, nous sommes pratiquement certains que s'il ne triche pas, il ne les remportera pas. Il n'y aura pas de candidature unique de l'opposition, à ce que je sache. Nous sommes en train de cheminer vers une candidature unique. Nous pensons pouvoir la réaliser, mais bon, nous savons qu'entre-temps, le pouvoir aussi, il met du sien pour diviser l'opposition. Et donc, nous ne savons pas ce qu'il en adviendra, mais
Ce qui est certain, c'est que nous travaillons dans ce sens. D'accord. Et une fois, vous aviez dit que vous étiez la personne qui maîtrisait le mieux la philosophie du parti après votre père. Non, la philosophie d'Étienne Tshisekedi, parce que c'est d'abord mon père et que j'ai évolué à ses côtés pendant longtemps, et c'est mon leader en tant que membre de l'UDPS. Oui. Cela sous-entendait quoi concrètement? Parce qu'il y a eu des interprétations Dans tous les sens, effectivement. Oui. Non, c'était un règlement de compte interne. Et aujourd'hui, il est dépassé parce que je vous ai dit, le président a amnistié tout le monde. En fait, je m'adressais à ce moment-là à une tendance, comme vous l'avez appelé, qui pensait pouvoir succéder à Étienne Tshisekedi parce qu'elle s'arrogeait le droit de le faire. Et je voulais simplement leur dire qu'Étienne Tshisekedi n'est pas mort et que de toutes les manières, il a une succession digne de ce nom, qui peut prendre la relève. D'accord. Et maintenant, pour reparler des questions mécaniques et techniques d'élection, aujourd'hui qu'on a remplacé la commission électorale indépendante, est-ce que vous pensez que toutes les conditions techniques sont réunies pour la tenue des élections en RDC? Absolument pas, parce que déjà quand vous regardez dans cette commission, il y a 4 membres qui sont attribués à la majorité et 3 de l'opposition. Et encore, dans l'opposition, il y a une opposition dite institutionnelle et il y en a une extra-parlementaire comme nous, de l'UDPS, dont nous n'y sommes pas représentés. Et c'est là déjà le premier couac. Normalement, une commission que l'on voudrait réellement indépendante, elle doit représenter toutes les tendances politiques du pays et même de la société civile. Mais là, on ne voit rien. Et donc, ça annonce déjà certaines irrégularités, d'autant plus que celui qui la chapeaute, le pasteur Ngoï Mulunda, est connu notoirement comme étant un ami du président Kabila. Dernière question, et nous y répondra en 10 secondes simplement. Désolé d'être aussi court, mais en Côte d'Ivoire, on a vu une élection plutôt bien organisée qui s'est terminée du fait de la partition du pays très mal, par une crise post-électorale qui continue de durer. La RDC n'est pas très loin de là. Vous pensez qu'on peut sereinement organiser des élections avec le Kivu, les 2 Kivu qui sont encore en situation d'occupation? Oui, nous le pensons si la communauté internationale joue son rôle. Exactement le même rôle qu'elle a joué en 2006. Mais un peu corrigé cette fois-là, parce qu'en 2006, elle était venue pour un candidat. Cette fois-ci, si elle vient... Pour quel candidat? Pour Kabila? Celui qu'on a fait passer, évidemment. Et si cette fois-ci, elle vient pour tous les candidats, pour les Congolais en général, eh bien, je crois qu'on réussira notre pari. Merci beaucoup, M. Félix Tshisekedi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national aux relations extérieures aux partis amis de l'UDPS, qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social en RDC. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie, M. Kemaï. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.